Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, juste avant de commencer la vidéo principale que j'ai tournée cet après-midi, je me suis aperçu que j'avais oublié de vous présenter les consoles portables et une autre console de chez Sega. Donc avant de commencer la grande vidéo qui va suivre, je voulais vous présenter bien sûr la Game Gear. J'ai complètement oublié de vous parler des portables Sega. Donc là pour le coup je vous présente, quitte à vous présenter une Game Gear, autant vous présenter une Game Gear collector. C'est la Game Gear Magic Knight Rebirth 2 qui était sortie au Japon à l'époque. Je vous la montre un petit peu plus en détail, tout en rouge bien sûr. Donc la console Game Gear qui est sortie pour concurrencer bien sûr la Game Boy de chez Nintendo. Console qui était tout en couleur, l'écran était pas top, et le seul problème qui fait que la console n'a pas fonctionné autant que Sega l'aurait espéré, c'est que c'était, vous avez les ports piles à l'extérieur, et c'est une console qui croquait beaucoup de piles. Donc pour une portable, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Autre console que je voulais vraiment vous présenter aussi pour le coup et que je suis très content de posséder, c'est la console Sega Nomad qui est sortie uniquement aux États-Unis et qui pour le coup, tout simplement pour faire court, une Mega Drive portable. Donc vous avez le port cartouche sur le dessus et c'est une console aussi que vous pouviez brancher sur la télé. Vous aviez les 6 boutons pour pouvoir jouer à Street Fighter par exemple. Donc vraiment bien cette petite console, mais le problème qu'il y avait aussi, c'était aussi croqueuse de piles assez important. Et la dernière console que j'ai oublié de vous parler, et que je n'ai pas pour le coup parce que ça vaut une blinde, c'est le Multiméga de chez Sega bien sûr, et c'est une console qui est sortie après le Mega CD, enfin la Sega Mega Drive et la Saturn, et qui reprenait tous les éléments Mega CD, 32X, etc. et qui faisait une console toute petite. Je vous montrerai une photo ici, qui reprenait tous les éléments de la Mega Drive et qui était beaucoup plus compacte, beaucoup plus sympa, qui a été vendu en très peu d'exemplaires de mémoire, mais en Europe, même en France et en Europe, mais qui se négocie au minimum en loose entre 600 et 700 euros je crois. Donc je n'ai pas cette console, désolé, je pourrais pas vous la présenter, mais je tenais vraiment à vous en parler. Donc voilà les petits amis, je vous laisse avec cette vidéo beaucoup plus longue par la suite, qui retrace un petit peu ma réflexion sur Sega, ce qui arrive. Donc je vous laisse juste après la pub, bye. Eh ben, t'es en colère? C'est moi, Maître Sega. Tu choisis Sonic? C'est parti. Et tu vas rire, t'en es même pas à la moitié. Sega, c'est plus fort que toi. Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo Love Pas que je consacre aujourd'hui à Sega. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la firme aux hérissions bleues. Pourquoi je vous parle de Sega? Parce que je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé il y a à peu près 15 jours, je crois 15 jours, 3 semaines. L'annonce qui a été faite de Sega d'arrêter définitivement les jeux sur support console et de se consacrer uniquement sur support portable, téléphone portable et PC. Et il semblerait que la mascotte Sonic ne soit pas touchée, mais je tenais à vous faire cette vidéo parce que ça sent mauvais quand même pour Sega. En même temps, je vous avais parlé de studios qui fermaient, pas mal de licenciements de la part de Sega. Donc ça sent pas vraiment bon pour cette société qui a vraiment marqué le monde du jeu vidéo à partir des années 80, on va dire, même si c'est une société qui existe depuis bien longtemps, après-guerre, je crois, 50-60, et puis après, qui est devenu aussi un fabricant de machines d'arcade. Donc l'évolution était logique, c'est-à-dire faire des consoles de jeux vidéo suite à la fois au succès de l'Atari 2600 de l'époque, puis après au succès de la Nintendo tout simplement. Donc on va pas rentrer dans l'historique complet parce que je crois qu'il y a Wikipédia qui fait ça très bien. Simplement moi je voulais vous montrer quelques petites consoles, quelques objets qui ont marqué l'histoire de cette firme aux hérissons bleus. Et puis je voulais vous montrer un petit peu tout ça parce que maintenant quand je vois ce qui arrive et ce qui risque d'arriver à Sega, ça m'ennuie un petit peu, et puis c'était en même temps faire un petit hommage
à cette firme qui a vraiment marqué le monde du jeu vidéo de l'époque. Donc on va commencer par la console qui a commencé à s'introduire en Europe, parce que c'est ce qui est beaucoup plus important en Europe et notamment en France, pour faire concurrence surtout à la NES, qui commençait à faire son apparition au milieu des années 80. Donc en France on a connu la Master System. Je vais vous montrer la Master System 2 parce que j'ai la Master System 1 mais elle n'est pas en boîte. Puis je vais vous montrer un petit peu la boîte de la Master System 2 qui était sortie à l'époque. Donc c'est une évolution de la Master System 1. Donc bien sûr la console que vous connaissez tous, la Master System 2. Donc c'est une console dans laquelle il y avait le Alex Kidd qui était, comment dire, intégré dedans. Certaines consoles, il y avait le jeu Hang On, je crois, qui était une course de moto. Donc la petite manette reconnaissable, où il n'y avait pas la touche Select ou la touche Pause. Il fallait appuyer sur la console pour faire pause, donc c'était un petit peu gênant, mais c'était un petit peu la caractéristique de la console de l'époque. Ça sera corrigé par la suite sur la Mega Drive, que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais pour le coup, cette console a vraiment marqué, même si tout le monde parle de la NES de chez Nintendo. Cette console a vraiment marqué parce que graphiquement c'était quand même supérieur, on a beau dire ce qu'on veut, mais graphiquement la Master System était supérieure graphiquement à la NES. D'ailleurs elle a eu un succès assez important à l'époque, parce que Nintendo avait un petit peu pris du temps à s'intégrer, enfin, à évoluer en France, enfin, à être vendu officiellement, et Sega en avait profité pour arriver un petit peu plus tôt, je crois, de mémoire. Et donc on retrouvait des jeux comme Double Dragon, Mickey Mouse et bien sûr Golden Axe, tous les classiques de chez Sega. Le Golden Axe qui est chez Sega, donc je ne sais pas si ça va devenir terminé, on ne verra plus de Golden Axe sur console. Chez Askew, Shinobi, encore une grosse licence qu'on ne verra plus du tout sur console. D'ailleurs on n'en voyait plus beaucoup de Shinobi, c'est dommage. Wonder Boy, ça aurait été bien de revoir un petit Wonder Boy en 3D, mais ce sera terminé. Et on retrouvait aussi R-Type, enfin des jeux de l'époque. Donc la petite Master System 2, que j'ai pas acheté à l'époque, hein. C'est une console, pour vous dire, à cette époque-là, quand la Master System et la NES, d'ailleurs je n'ai pas acheté la NES non plus à l'époque, dans les années 80, parce que quand on était ado à cette époque-là, on n'achetait pas les consoles, ces consoles-là, qui étaient quand même graphiquement un petit peu à la ramasse, et on était plus sur Amiga 500 ou Atari 520 ST, enfin, des consoles un petit peu plus puissantes à cette époque. Mais bon, j'ai racheté par la suite la Master System parce que je trouve que c'est quand même une console qu'il faut posséder quand on collectionne le jeu vidéo. Ensuite est arrivée la Mega Drive que je vous montre. Alors ça c'est la Mega Drive que j'ai acheté à l'époque, hein, c'est une version japonaise que j'ai acheté à l'époque à Paris. Il faut savoir que la première fois que j'ai voulu acheter la Mega Drive, c'était une version japonaise, c'était au début des années 90. La console était en rupture, c'est la version japonaise qu'on pouvait uniquement se permettre d'acheter. Elle était en import à Paris, et d'ailleurs c'est grâce à Sega que j'ai découvert aussi la NEC, parce que la première fois que je suis allé à Paris pour m'acheter cette console, hein, la Mega Drive, hein, je voulais m'acheter cette console, la Mega Drive, parce que j'avais vu dans le magazine Tilt ce jeu-là, Altered Beast, qui maintenant est, quand vous jouez à ça, je vais vous montrer une petite vidéo du jeu. Quand vous jouez à ça, bien sûr, ça a très très mal vieilli, mais je peux vous dire qu'à l'époque, moi j'avais vu une image, parce qu'à l'époque il n'y avait que des magazines, j'avais vu une image du jeu et ça m'avait vraiment fait craquer pour cette console Mega Drive, et j'étais allé sur Paris pour m'acheter donc cette console. Malheureusement tout était pris, les stocks étaient épuisés, et je m'étais retourné, donc c'est grâce à Sega, j'ai acheté la NEC PC Engine à l'époque. D'ailleurs je remercie Sega parce que j'ai découvert une console vraiment géniale qui est la NEC PC Engine. Quand j'ai pu revenir sur Paris et puis m'acheter cette Mega Drive enfin, j'ai pu me prendre l'Altered Beast. Donc ça c'est une version PAL, mais à l'époque je l'avais acheté en version japonaise. J'avais acheté aussi Alex Kidd et Tatsujin, un jeu de shoot. Donc ça c'est la version Mega Drive, un 16 bits. Très très belle console. Une console qui va vraiment marquer le monde du jeu vidéo dans les années 90. Et qui normalement était là et qui a bien fait son travail pour concurrencer la Super Nintendo de l'époque. Une très très belle console, et puis surtout le fait que sur cette console on a découvert Sonic, qui à l'époque a vraiment ringardisé Mario, on peut le dire, parce que c'est un jeu qui était fun, rapide, coloré,
Comment dire, c'était vraiment la mascotte choisie pour effectivement pour ringardiser Mario, qui était un petit plombé rondouillard à l'époque. Bon, ça a changé un petit peu depuis, mais Sonic est arrivé et puis ça a changé la donne et est devenu vraiment un gros concurrent pour Nintendo, notamment aux États-Unis. Ils ont fait vraiment très très fort. Et c'est sur cette console qu'on a découvert, là je vous montre quelques jeux, hein, Golden Axe, les Street of Rage, des jeux de mythiques, hein, de l'époque, mais aussi les Shinobi. Donc tous ces titres, hein, bon effectivement ce sont des titres qui ne sont pas reparus depuis très très longtemps, mais qui font partie du catalogue de chez Sega. Et ces titres, malheureusement, si un jour Sega décide de les ressortir dans le futur, ce sera en démat sur portable. Et ce sera terminé pour les futures consoles. Enfin, c'est plus les consoles Sega malheureusement, mais ce sera terminé pour le support console. Je vous montre hein, quelques jeux qui ont marqué. Bien sûr, hein, je vous remonte le Sonic, la version japonaise. Vraiment un jeu qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, a fait beaucoup de mal à Mario à l'époque, qui l'a rendu un peu vieillot. Et la mascotte était vraiment choisie. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a plusieurs mascottes qui avaient été sélectionnées pour devenir la mascotte de la marque de chez Sega. Il y a Harry Star qui est sorti beaucoup plus tard. Et c'est donc le Sonic qui a été choisi. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs Sonic qui sont sortis sur plusieurs supports. On a retrouvé Sonic sur les différentes consoles. Et c'est vraiment le personnage le plus connu qu'on trouve sur les consoles de chez Sega. Bon, je pense qu'on retrouvera Sonic dans les jeux sur console Nintendo, quoique, c'est pas. Mais voilà, quoi. Je voulais vous montrer aussi les Fantasy Star, parce que Sega a aussi été spécialisé dans les RPG. Mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a une pléthore de jeux Sega qui est phénoménale. Tout le monde se rappelle aussi comment dire, des Quackshot et puis des Castle of Illusion qui étaient sortis à l'époque. Des jeux vraiment super graphiquement, dont tout le monde se rappelle. Franchement, des bons petits jeux d'arcade, de plateforme. Donc tous ces petits jeux-là, malheureusement, ce sera terminé. Je vous ai parlé tout à l'heure de Alex Kidd, là c'est la version Jap. Hein, bon, c'est la toute première mascotte hein, qui avait été sélectionnée par Sega, qui a été vite abandonnée. Bon, ça à la limite, c'est pas trop grave, mais bon, ça fait partie des jeux de l'époque. Le Bare Knuckle, hein, le Street of Rage 2, mythique, toujours sur les consoles de chez Sega avec les musiques de Yuzo Koshiro, que tout le monde connaît bien sûr. Et puis qu'est-ce que je peux vous montrer? Évidemment, sur ces consoles-là, la Mega Drive était sortie tous les classiques hein, de l'époque hein, de chez Konami, avec Castlevania. Il y avait les Ghouls and Ghost, enfin, etc. Tout sortait. Il y avait une grosse compétition entre Nintendo et Sega à l'époque. D'ailleurs, c'était très, très intéressant parce qu'il y avait toujours les pros. D'ailleurs, ça existe toujours. Les pros et les contre Sega ou Nintendo, c'était un petit peu la discussion des cours d'école à l'époque. Et puis voilà, c'était vraiment très bien. Un petit peu ce qu'on retrouve maintenant avec les consoles entre Sony et puis Microsoft, quoique c'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça ressemble un petit peu. Le petit Sonic, hein, bien sûr, sur la version PAL. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite et qui peut expliquer aussi le déclin de Sega? C'est que ce qui s'est passé aussi, c'est que Sega s'est un petit peu endormi sur ses lauriers, on va dire, avec la Mega Drive. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et plutôt que d'essayer de sortir un nouveau support, une suite logique à la Mega Drive, ils se sont cantonnés à sortir tout un tas de ce que j'appellerais moi des gadgets. Et je vais vous montrer un peu ce que ça pouvait devenir à l'époque quand on voulait avoir la totalité des gadgets et des rajouts Sega. Vous aviez le Mega CD, donc là vous avez la Mega Drive 2, hein, bien sûr, vous avez reconnu. Vous aviez le Mega CD, à l'époque c'est vrai que le Mega CD, le support CD devenait à la mode, on va dire. Le problème c'est que pour moi, hein, je parle uniquement pour moi, je trouve que ça n'apportait pas vraiment grand chose, à part une qualité de son bien sûr qui était un petit peu supérieure au jeu. Mais graphiquement ça n'apportait pas vraiment un ajout phénoménal sur les consoles, sur la Mega Drive. Je vous présente plus le 32X, hein, je vous ai parlé la semaine dernière, je vous ai montré le jeu Chaotix, Knuckle Chaotix.
qui sera ajouté sur la console. Et pour vous dire, ce qui était vraiment complètement dingue, c'est qu'à chaque fois que vous achetiez un, comment dire, un accessoire supplémentaire pour booster votre console Sega, vous étiez obligé de le brancher. Il n'y avait pas d'adaptateur secteur comment dire, unique pour la totalité. Là vous aviez 3 adaptateurs secteurs et je vous dis pas les branchements à l'arrière, je vous ai pas mis. Je vous ai pas mis parce que pour la vidéo ça aurait fait un peu dégueulasse. Mais je vous dis pas tous les branchements derrière, il fallait avoir bac plus 5 pour pouvoir comment dire, brancher tout ça. Bon, j'exagère un peu mais franchement c'était pas très pratique. Donc Sega a surfé sur sa Mega Drive pendant très longtemps. Parce que c'était sa console fétiche, hein, console phare on va dire, et je trouve que à l'époque Sega s'est un petit peu endormi sur sa Mega Drive, a sorti tout un tas de supports qui ont un petit peu éparpillé les fans de la console, de la marque, parce qu'en plus ça coûtait assez cher, hein, tous ces add-ons sur la Mega Drive. Et pour le coup n'apportait pas un réel, à part le 32X qui effectivement apportait quelques rajouts au niveau 3D et puis qualité comment dire, de jeu, mais ça coûtait assez cher ces choses là, je ne me rappelle plus des prix à l'époque, mais ça coûtait assez cher, et donc ça éparpillait un petit peu le concept de la Mega Drive qui était vraiment très bon, qui était pour le coup vraiment une console direct concurrente de la Super Nintendo. Donc Sega s'est un petit peu endormi là-dessus, et c'est que beaucoup plus tard, lorsque Sony a comment dire, annoncé sa PlayStation, que Sega a sorti, et je me rappelle très bien à l'époque, Sega avait sorti la Saturn. Donc ça c'est une console, c'est une version américaine, la Saturn, donc support CD bien sûr. La Saturn pour justement concurrencer la PlayStation, et je m'en rappelle très bien, Sega avait tenu à sortir la Saturn bien avant la PlayStation, et mais par contre le prix était assez cher, je me rappelle plus, je crois que c'était 3400 ou 3990 francs je crois, presque 4000 balles, alors en euros, 1000 francs c'est 150, ça fait un coût de 600 euros, je me rappelle plus vraiment, hein. Mais c'était très cher, je me rappelle à l'époque, et Sega s'est empressé de sortir cette console là, et on s'est aperçu par la suite que Sega avec la Saturn ne maîtrisait pas totalement la 3D, ce qui était un tort parce que c'était le nouveau format, c'était ce que les gens attendaient, ils voulaient jouer avec des jeux en 3D, et lorsque la PlayStation est sortie, malheureusement la Saturn n'a pas forcément très bien marché, elle a baissé de prix je crois. Elle a beaucoup marché au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, c'est une très belle console, il y a de très beaux jeux en 2D qui sont sortis dessus, beaucoup de shoot 'em up, beaucoup de jeux de baston, il y a pas mal de Street, de Marvel versus Capcom, des choses comme ça, il y a aussi des Megaman qui sont sortis sur cette console au Japon, beaucoup de jeux sont sortis au Japon, malheureusement très peu sont arrivés en France. Et là j'ai pas sorti mes jeux pour vous montrer, mais le support des jeux en France en plus c'était pas forcément là, ce qu'il y avait de mieux. Enfin c'était du CD mais les boîtiers étaient assez en carton, c'était assez bizarre. Enfin, je pense que vous connaissez les jeux sur Saturn. Donc pour le coup Sega sort après s'est éparpillé sur la Mega Drive, nous pond une console qui est censée être qui est une 32 bits, mais qui malheureusement face à la PlayStation n'aura pas le succès escompté, même si elle aura, si sur cette console là on retrouvera des jeux comme Daytona USA que moi j'adorais à l'époque, hein. Tout le monde se rappelle de la bande son de ce jeu, je vous mettrai une petite vidéo là pour vous montrer un petit peu comment c'était foutu. Daytona était vraiment un classique. Virtua Fighter, les premiers Virtua Fighter c'est sur cette console qui sont arrivés. Non, je crois que c'est sorti sur Mega Drive aussi, mais bien après. Clockwork Knight, je vais vous citer quelques jeux, Virtua Racing bien sûr, les Virtua Cop et les House of Dead avec les guns, avec les petits, comment dire, le jeu où on pouvait tirer sur l'écran et puis sur des zombies. Il y avait des jeux d'action, Astal, vraiment un superbe jeu aussi. J'essaie de vous mettre une vidéo d'Astal, un bon petit jeu de plateforme qui vaut une blinde maintenant. Donc franchement une belle console, mais malheureusement face à la PlayStation, la première PlayStation, ça va sentir mauvais parce que Sony a un pouvoir marketing que Sega n'a pas,
et ça va se confirmer avec la console qui va suivre, que tout le monde connaît. On va arriver à la Dreamcast. Alors, pour moi, la Dreamcast, c'est une des meilleures consoles qui soit sortie, toutes consoles, toutes périodes confondues. Malheureusement, cette console est arrivée trop tard ou trop tôt. Je vais vous expliquer pourquoi. Trop tard parce que normalement, plutôt que de sortir une Saturn, je pense que Sega aurait mieux fait d'attendre un petit peu et de sortir cette console là. Bon, ben, évidemment c'était bien après, ou au moins sortir quelque chose d'intermédiaire. Pourquoi trop tôt? Parce que c'est une console qui permettait de jouer en ligne déjà à l'époque, hein. Je pense que tout le monde se rappelle du jeu Chouchou Rocket. Et techniquement, cette console était une tuerie. Et valait largement la PlayStation 2. Malheureusement, Sony avait fait son trou avec la PlayStation, la première, et en sortant, comment dire, en présentant une future PlayStation 2, Sega sortait évidemment sa Dreamcast avant la PlayStation 2, mais les gens attendaient plus qu'une chose, c'était la PlayStation 2. Dreamcast, pour moi, c'est vraiment une super console. Sur cette console-là, on va trouver des jeux mythiques, il n'y a pas d'autre mot. Des jeux comme Soul Calibur, tout simplement. Moi, j'ai adoré ce jeu à l'époque, hein, chez Namco. Évidemment, on retrouve la mascotte, hein, Sonic. Mais aussi des jeux comme Jet Set Radio. Vraiment, un des tout premiers, je crois même que c'est le tout premier jeu en cel shading sur console. Qui va apporter de la fraîcheur et puis de la rapidité, des jeux vraiment magnifiques. Moi j'ai adoré aussi ça, c'était Crazy Taxi. Un jeu tout simple, tiré de la borne d'arcade. Pareil, c'est un jeu Sega, donc fini ce jeu en, comment dire, en support cartouche, en support console, pardon. Encore une licence qui pour moi était vraiment fun. Pareil, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu quel type de jeu c'était. C'était tout simple, hein. Vous étiez un conducteur de taxi et puis le but du jeu c'était de transporter des clients d'un point A à un point B et puis vous arrivez plein de trucs. C'était vraiment la folie totale, du pur jus d'arcade on va dire, et vraiment superbe. On retrouvait aussi les, comment dire, Phantasy Star, du coup online, hein. Comme je vous disais, la Dreamcast est une des premières consoles, je crois même que c'est la première, à proposer, enfin parce qu'après sur la PlayStation 2 c'était possible, mais la Dreamcast le proposait déjà avant, et on pouvait jouer en ligne, mais bien évidemment à l'époque il n'y avait pas encore autant de gens qui étaient connectés à internet, donc le support, c'est pour ça que j'ai dit que c'était sorti un petit peu trop tôt, le support, enfin dire le fait de pouvoir jouer online n'intéressait pas forcément beaucoup de gens. Du moins pour l'époque sur console, peut-être que ça commençait sur PC, mais sur console c'était tout nouveau, peut-être trop nouveau. Et puis je voulais vous montrer le jeu qui pour moi a peut-être été aussi le synonyme de la fin comment dire, de la Dreamcast, parce que c'est un jeu qui a coûté très cher pardon, à Sega, un projet de Yu Suzuki, comment dire, un créateur de jeux vidéo très connu, bien sûr, hein, tout le monde connaît Yu Suzuki. Space Harrier, Hang-On, etc. Je vous fais pas la liste des jeux, mais le Shenmue a été pour moi une grosse découverte, une grosse claque. Pouvoir jouer et faire un petit peu ce qu'on veut avec un personnage, moi j'avais trouvé ça génial, et c'était un petit peu le début des jeux où on pouvait se balader un petit peu partout dans les... Comment dire, faire ce qu'on veut, faire des choses, un petit peu de liberté qu'on retrouve un petit peu dans les GTA on va dire. Mais qui pour le coup était vraiment une réelle découverte. Le jeu a coûté très cher, malheureusement ça n'a pas eu le succès, enfin ça a eu le succès bien sûr, mais pas autant que Sega l'aurait espéré. Et puis malheureusement, la Dreamcast sera la dernière console de chez Sega. Le constructeur décidant d'arrêter de fabriquer des consoles en hard et de se consacrer sur les jeux. C'est pour ça qu'on est arrivé à voir des jeux Sega avec Sonic chez Nintendo, un truc qui est complètement dingue pour ceux qui ont connu la période des années 80-90 où c'était vraiment une concurrence acharnée entre les deux constructeurs, on va dire historiques. Donc voilà les petits amis de YouTube, je vais vous laisser. Dernière petite chose, et réflexion sur, sur Sega. Sega se consacre de plus en plus, comme je vous l'ai dit, maintenant au support, on va dire dématérialisé.
Et je pense que vous avez entendu parler de la dernière conférence qu'a tenue Nintendo il y a cette semaine, je crois, avec la conférence de Iwata, qui a précisé plusieurs choses sur l'avenir de Nintendo. Notamment que maintenant Nintendo allait également se consacrer à la fabrication de jeux sur portable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver des licences, des licences des personnages, hein, Mario, Luigi, Peach, etc. Sur les téléphones portables. Donc grosse évolution. Donc je sais pas ce que ça va donner, moi je suis un petit peu... voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis la deuxième chose, il y a aussi le fait que Nintendo risque de se diversifier. Alors ils n'ont pas dit sur quoi, peut-être qu'ils vont faire des grille-pains, je sais pas, enfin bon, bref, c'est un petit peu étonnant. Donc il y a des choses qui se passent actuellement dans le monde du jeu vidéo, on va dire classique. Et peut-être que ces tournants dans le jeu vidéo doivent être pris, je ne sais pas. Et malheureusement, ça fait partie de l'évolution du jeu vidéo. C'est une réflexion que je vous laisse. Est-ce que comment dire, les constructeurs actuels, et là je parle de Nintendo, est-ce qu'ils sont obligés de prendre des décisions peut-être à contre-courant des vieux gamers, on va dire, de ce qu'on a connu, hein, les jeux en cartouche ou en hard avec des belles boîtes, etc., pour évoluer vers la démat. Et d'ailleurs j'ai peur que c'est ce qui risque de se passer. Et est-ce que ces décisions qui sont un petit peu à l'encontre des vieux gamers, on va dire, ou même des adorateurs de jeux classiques, on va dire, est-ce que c'est pas nécessaire tout simplement pour pouvoir survivre et de faire en sorte que des sociétés qui sont historiques comme Nintendo ne meurent pas comme est en train de mourir peut-être Sega. Voilà, c'est une réflexion que je vous laisse. Je serais très intéressé de connaître un petit peu vos commentaires là-dessus, ce que vous pensez un petit peu de ce qui va se passer dans l'avenir. Bon, c'est un petit peu hors sujet par rapport à la vidéo qui était consacrée un petit peu à Sega, mais je tenais à faire cette vidéo sur Sega parce que pour moi c'est vraiment très important cette compagnie. Elle a marqué mon enfance, elle a marqué mon adolescence, et puis encore maintenant j'adore Sega. Moi j'ai toujours aimé toutes les consoles. Je suis pas ni pro ni contre Sega, ni pro Nintendo, etc. Pour moi c'est le jeu avant tout, et Sonic a été très marquant dans le monde du jeu vidéo, entre autres, hein, et Sega bien sûr. Je saurais trop vous conseiller encore le bouquin sur la Mega Drive. Je sais qu'il y en a notamment les Trésors du Grenier qui n'avaient pas trop apprécié le bouquin. Moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin, je l'ai dévoré. Si vous le trouvez encore, c'est un bouquin sur la Mega Drive qui explique pas mal de choses de très intéressantes. Et je vais vous laisser, parce que c'est une vidéo qui fait 25 minutes, avec le petit gimmick, un petit gimmick spécial Amiibo, bien sûr, comme d'habitude, avec pour le coup le petit Sonic, bien sûr. On pouvait pas, faire cette vidéo sans parler de l'Amiibo de Sonic, bien sûr. Est-ce que c'est ça l'avenir de Sega? Je sais pas. En tous les cas, bon, je pense que Sonic existera toujours sur les consoles. D'ailleurs, Nintendo a annoncé une future console, on ne sait pas quoi, le projet NX. Est-ce qu'il y aura des jeux Sega, des jeux Sonic sur sur cette console? Je ne sais pas. En même temps, quand on voit les derniers opus de Sonic, ça donne pas forcément envie. Je pense à Sonic Boom par exemple. Mais c'est un autre sujet, voilà. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à ça, sur l'avenir du jeu vidéo en même temps, quand on voit ce qui arrive à Sega. Est-ce que Nintendo peut-être essaye d'avoir une politique, peut-être d'essayer d'évoluer. Est-ce que c'est dans le bon sens, ça j'en ne sais rien, mais est-ce que c'est nécessaire pour la survie de Nintendo? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que Nintendo fait les choix nécessaires que n'a pas fait Sega, je ne sais pas. Voilà, je vous laisse à cette réflexion, vous me direz tout. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un très très bon week-end également, et puis je vous embrasse tous très fort, bye.